Dans le chapitre 1 consacré à la biochimie, la 23e question est la suivante. Qu'est-ce qu'une enzyme? Et pour expliquer ce qu'est une enzyme, vous utiliserez les documents 1 et 2. Interrompez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps d'exploiter ces deux documents et de répondre à la question 23. Puis, vous reprendrez la lecture de cette vidéo afin de découvrir la réponse à cette question. En chimie, un catalyseur est une substance qui règle et accélère la vitesse d'une réaction chimique, mais qui n'est ni consommée ni transformée par cette réaction. En thermodynamique, l'énergie libre, symbolisée par la lettre G, d'un système vivant est la portion maximale de l'énergie de ce système qui peut produire du travail à une température et à une pression constante. Examinons maintenant la réaction numéro 1 dont l'équation est présentée sur le document 1. Cette équation est celle de la respiration cellulaire. Les réactifs qui sont consommés au cours de cette réaction sont ici le glucose et le dioxygène. Les produits qui sont le résultat de cette réaction sont ici le dioxyde de carbone et l'eau. Au cours de cette réaction numéro 1, le glucose, qui est une molécule organique et qui représente donc de l'énergie, est décomposé en CO2 et H2O, qui sont des molécules minérales dépourvues de valeur énergétique. On vous indique que le ΔG de cette réaction 1 est négatif. Le ΔG d'une réaction est la variation d'énergie libre au cours de cette réaction. La valeur du ΔG d'une réaction correspond à la quantité maximale de travail utile que cette réaction peut produire. Et plus la perte d'énergie libre au cours d'une réaction est importante, plus la quantité de travail que cette réaction peut produire est élevée. Si le mélange chimique perd de l'énergie libre au cours de la réaction, l'énergie libre du mélange formé par les produits est donc inférieure à l'énergie libre du mélange formé au départ par les réactifs. Et dans ce cas, la valeur G diminue au cours de la réaction, si bien que la différence d'énergie libre entre la fin et le début de la réaction est négative. Quand la valeur du ΔG d'une réaction est négative, cela signifie que cette réaction se produit spontanément et qu'elle s'accompagne d'un dégagement d'énergie libre. On dit alors que la réaction est exergonique. La valeur négative du ΔG de la réaction numéro 1 nous indique que la respiration cellulaire est une réaction exergonique dont le ΔG va permettre de produire du travail. L'énergie issue de cette réaction de respiration cellulaire représente la principale source d'énergie de nos cellules. Nous venons de décrire la réaction globale de la respiration cellulaire, qui est exergonique. Il existe une réaction inversée par rapport à la respiration cellulaire, c'est-à-dire une réaction qui permet, à partir du CO2 et de l'eau, de synthétiser du glucose et de libérer du dioxygène. Le ΔG de cette réaction est cette fois positif, c'est-à-dire que cette réaction va absorber de l'énergie libre de son environnement pour pouvoir se réaliser. Et on dira, dans ce cas, que cette réaction est endergonique. Une réaction endergonique ne peut pas se réaliser spontanément,
c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir lieu sans un apport d'énergie. Cette réaction inversée par rapport à la respiration cellulaire est la réaction globale de la photosynthèse. Elle est réalisée par les cellules végétales chlorophylliennes grâce à l'énergie lumineuse. La réaction numéro 2, dont l'équation est donnée dans le document 1, est l'hydrolyse du saccharose. Le saccharose, qui est le sucre de table que nous consommons, est un disaccharide ou un diholoside. L'hydrolyse du saccharose conduit à la formation de deux monosaccharides ou oses que sont le glucose et le fructose. Ces deux sucres simples contiennent chacun 6 atomes de carbone et ce sont donc des hexoses. Au cours de cette réaction d'hydrolyse d'une molécule de saccharose qui nécessite une molécule d'eau, le dimère que constitue le saccharose est coupé en deux monomères que sont le glucose et le fructose. Cette réaction d'hydrolyse a lieu dans notre intestin et elle permet de convertir le saccharose, qui n'est pas assimilable tel quel, en deux hexoses que notre intestin est capable ensuite d'absorber. On précise ici que le ΔG de la réaction 2 est négatif. Donc l'hydrolyse du saccharose est une réaction exergonique. Par conséquent, cette réaction est spontanée et elle s'accompagne d'une libération d'énergie libre. Cependant, si on place une solution de saccharose dans de l'eau stérile à température ambiante, il faudra attendre des années avant que le saccharose ne soit hydrolysé de façon significative. Par contre, si on verse dans cette même solution une petite quantité de saccharase, tout le saccharose sera alors hydrolysé en seulement quelques secondes. La saccharase est donc un catalyseur. La saccharase est une protéine qui est sécrétée par les cryptes de notre intestin grêle, puis elle va se retrouver associée aux microvillosités des entérocytes absorbants de la muqueuse de notre intestin grêle. Et c'est là que la saccharase va exercer son action hydrolytique. Les produits de cette hydrolyse vont ensuite traverser la muqueuse intestinale pour passer dans notre sang et être utilisés par nos cellules comme source d'énergie. La saccharase est donc un catalyseur biologique et elle constitue une enzyme. Les enzymes sont des protéines, généralement des protéines globulaires, et elles sont très variées. Nous possédons par exemple des milliers d'enzymes différentes. Les enzymes vont catalyser de très nombreuses réactions dans tous les organismes vivants, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter la vitesse réactionnelle sans être elles-mêmes modifiées au cours de la réaction. Et ainsi, une réaction catalysée par une enzyme va se dérouler 100 000 fois à 1 milliard de fois plus vite que si cette réaction se déroulait en l'absence d'enzyme. Une réaction chimique met en jeu d'une part la rupture de liaison existant dans les réactifs et d'autre part l'établissement de nouvelles liaisons qui vont permettre ainsi la formation des produits de cette réaction. Prenons l'exemple de la réaction numéro 2. Lors de l'hydrolyse du saccharose, il y a rupture de deux liaisons covalentes, c'est-à-dire rupture de la liaison osidique qui unissait entre eux les deux monomères constitutifs du saccharose et également rupture d'une des deux liaisons covalentes de la molécule d'eau
ce qui va libérer un groupement OH et un atome d'hydrogène. Puis, deux nouvelles liaisons covalentes vont être mises en place au cours de la réaction numéro 2, l'une permettant d'incorporer le groupement OH issu de l'eau et d'obtenir du glucose, et l'autre d'incorporer l'hydrogène issu de l'eau et d'obtenir le fructose. Mais pour qu'une molécule puisse se transformer en une autre molécule, il faut généralement que la molécule de départ se déforme de manière à devenir très instable. On peut comparer cette déformation à celle qu'on doit imposer à un anneau de métal servant de porte-clés lorsqu'on veut y faire rentrer une clé. En effet, pour que les molécules de réactifs puissent atteindre un état déformé, elles doivent absorber de l'énergie de leur environnement, un peu comme quand vous forcez un anneau de métal à s'entrouvrir pour y faire passer une clé. Puis, quand les nouvelles liaisons des molécules de produits se forment, de l'énergie va être libérée et les molécules vont reprendre une forme stable, moins riche en énergie que l'état déformé. De même, l'anneau entrouvert est très instable et lorsque vous y aurez fait rentrer votre clé, vous allez relâcher cet anneau qui va aussitôt reprendre son état initial, stable. Ce document représente les variations d'énergie libre au cours d'une réaction exergonique. Les lettres A à D représentent des portions de molécules. Dans cette réaction, les réactifs sont les deux molécules AB et CD. Et les produits sont les deux molécules AC et BD. De l'énergie est d'abord nécessaire pour déformer les molécules de réactifs afin que la réaction puisse se dérouler, c'est-à-dire que des liaisons puissent être rompues et que d'autres liaisons puissent se mettre en place. Il y a donc au départ une augmentation de l'énergie libre des molécules de réactifs. Cette énergie qui permet d'amorcer toute réaction chimique est appelée l'énergie d'activation et elle est symbolisée par E indice A. L'énergie d'activation est l'énergie requise pour amener les réactifs au-delà d'une barrière énergétique. Et c'est seulement lorsque ce seuil énergétique est franchi que la réaction peut démarrer. L'énergie d'activation provient généralement d'une énergie thermique que les molécules de réactifs vont absorber. Ce réchauffement des réactifs va augmenter l'agitation des atomes qui les constituent, favorisant alors la rupture des liaisons. Lorsque l'énergie équivalente à l'énergie d'activation a été absorbée par les réactifs, on dit que les réactifs ont atteint leur état de transition, qui est un état instable. Ces molécules de réactifs ont alors absorbé assez d'énergie pour que des liaisons puissent se rompre. Ces liaisons, prêtes à être rompues, étant représentées ici par des traits non plus droits, comme au départ, mais par des traits ondulés. Dans cet exemple, la liaison entre A et B et celle entre C et D vont se rompre, puis d'autres liaisons vont se mettre en place, par exemple ici entre A et C et entre B et D. Pendant le processus qui fait suite à l'état de transition et lors duquel les atomes des molécules vont s'installer dans leur nouvel état plus stable, les molécules vont perdre de l'énergie libre, cette énergie étant libérée sous forme de chaleur. La réaction globale illustrée ici est exergonique et le delta G négatif de cette réaction
est représentée ici par la flèche jaune descendante. Notons que la diminution d'énergie libre lors de la phase descendante de cette courbe est plus ample que l'augmentation de l'énergie libre lors de la phase initiale ascendante de cette courbe. Cela montre que l'énergie d'activation qu'il a fallu apporter au départ est un investissement énergétique qui est finalement remboursé avec intérêt lors de la diminution totale de l'énergie libre. La formation de nouvelles liaisons dégage plus d'énergie que ce qui a été investi pour permettre la rupture des anciennes liaisons. Le delta G de cette réaction étant ici négatif, cette réaction est donc spontanée, mais l'énergie d'activation nécessaire à la réalisation de cette réaction représente une barrière qui va déterminer la vitesse de cette réaction. Les réactifs doivent donc absorber suffisamment d'énergie au départ pour pouvoir franchir cette barrière d'activation et permettre à la réaction de démarrer. C'est un peu comme si des skieurs se trouvaient au départ au bas d'une colline enneigée et qu'ils doivent d'abord monter jusqu'au sommet de cette colline pour pouvoir ensuite redescendre à ski sur l'autre versant. Les skieurs au bas du versant gauche de cette colline représentent les réactifs. Les skieurs au sommet de la colline représentent les réactifs activés qui sont en état de transition. Les skieurs qui redescendent le long du versant droit de la colline et qui arrivent finalement au bas de cette pente représentent les produits de la réaction. Dans la plupart des réactions, l'énergie d'activation est si élevée, c'est-à-dire que la barrière énergétique est si haute, et l'état de transition est si rarement atteint, que la réaction ne parvient pas à s'amorcer. Les réactifs auraient besoin d'un apport conséquent de chaleur pour que la réaction puisse se produire à une vitesse perceptible. Sans cette haute barrière énergétique que doivent franchir les réactifs pour pouvoir réagir, des molécules complexes telles que les protéines ou l'ADN, qui sont des molécules riches en énergie libre, se décomposeraient spontanément. En effet, les principes de la thermodynamique favorisent leur dégradation. Mais dans les conditions thermiques habituelles de nos cellules, ces molécules complexes ne vont pas pouvoir atteindre leur état de transition parce que la barrière énergétique à franchir est trop haute, ce qui fort heureusement empêche leur dégradation spontanée. Cependant, certaines réactions chimiques doivent obligatoirement se dérouler dans les organismes vivants. Et pour permettre leur réalisation, il suffirait d'augmenter la température. Mais dès que la température s'élève un peu trop, elle va dénaturer les protéines et tuer les cellules. Et une augmentation de température accélérerait toutes les réactions, même celles qui ne sont pas nécessaires. L'organisme vivant va donc faire appel à des enzymes qui vont catalyser les réactions importantes qui doivent s'y dérouler. Une enzyme va agir en abaissant l'énergie d'activation d'une réaction chimique. Ainsi, même aux températures habituelles, les molécules de réactifs pourront absorber suffisamment d'énergie pour accéder à leur état de transition. Pour reprendre l'analogie des skieurs, l'effet d'une enzyme serait de diminuer la hauteur de la colline que les skieurs doivent au départ franchir avant de pouvoir skier. Et ainsi, en présence d'enzymes, c'est-à-dire si la hauteur
de la colline se trouve abaissé, un nombre plus grand de skieurs pourra atteindre le sommet, ce qui va augmenter le nombre de skieurs redescendant à ski sur l'autre versant. L'énergie d'activation détermine la vitesse de la réaction. Plus l'énergie d'activation est grande, plus la réaction se produira lentement. Une enzyme diminue l'énergie d'activation nécessaire à la réalisation d'une réaction donnée, et donc une enzyme va augmenter la vitesse de cette réaction. Notons qu'une enzyme ne fait qu'accélérer une réaction, mais elle ne modifie pas le delta G de cette réaction. Dans l'exemple qui est illustré ici, qui est une réaction exergonique, le delta G est négatif et l'enzyme ne va pas changer la valeur de ce delta G. De même, une enzyme ne pourra pas rendre exergonique une réaction endergonique. Le document 2 permettait de présenter le mécanisme d'action d'une enzyme sous la forme d'un cycle. Le ou les réactifs sur lesquels une enzyme agit sont appelés le ou les substrats de l'enzyme. La réaction enzymatique va débuter par une liaison entre l'enzyme et son substrat. L'enzyme qui catalyse l'hydrolyse du saccharose en glucose et fructose et qu'on appelle la saccharase est représentée ici en violet. Au départ, l'enzyme est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore associée à son substrat. L'enzyme va ensuite se lier à son substrat, lequel est, dans cet exemple, le saccharose. La liaison entre l'enzyme et son substrat permet la formation du complexe enzyme-substrat. Une enzyme reconnaît spécifiquement son substrat. Par exemple, la saccharase reconnaît spécifiquement le saccharose. Seule une petite partie de l'enzyme va se lier au substrat. Cette partie est appelée le site actif de l'enzyme et elle est en général constituée par quelques acides aminés. Le site actif forme une sorte de petite cavité dans l'enzyme, visible par exemple ici sur une autre enzyme appelée l'hexokinase. L'hexokinase est la première enzyme de la glycolyse et elle permet de phosphoryler son substrat qui est le glucose. Les liaisons entre le substrat et le site actif d'une enzyme sont essentiellement des liaisons non covalentes, c'est-à-dire faibles en énergie, par exemple des liaisons hydrogène ou bien des liaisons ioniques. La liaison entre l'enzyme et son substrat met en jeu un processus de reconnaissance dynamique appelé l'ajustement induit. En effet, le substrat et le site actif de l'enzyme ne sont au départ pas parfaitement complémentaires, mais ils le deviennent au cours de la reconnaissance par modification spatiale de l'enzyme et de son substrat. Un peu comme lors d'une poignée de main où les mains qui vont se serrer changent un peu de forme pour assurer un meilleur contact. Cette modification spatiale concerne essentiellement le site actif qui s'ajuste au substrat et le maintient ainsi en place. La formation du complexe enzyme-substrat provoque un contact étroit entre une partie du substrat et une zone limitée du site actif qu'on appelle le site catalytique. Certains acides aminés du site catalytique vont catalyser la transformation
du ou des substrats en produit. Et ainsi, au sein du complexe enzyme-substrat, l'action catalytique de l'enzyme va permettre de convertir le substrat ou les substrats en produits. Puis, le ou les produits vont se détacher de l'enzyme. Dans le cas de la saccharase, les produits de cette réaction d'hydrolyse sont le glucose et le fructose. Après la libération du ou des produits, le site actif de l'enzyme est libre et l'enzyme va pouvoir catalyser à nouveau le même type de réaction. Dans cet exemple, la saccharase libérée de ces deux produits va pouvoir hydrolyser une nouvelle molécule de saccharose. On peut résumer le mécanisme d'action d'une enzyme par l'équation suivante. E plus S, l'enzyme plus son substrat, donne ES, le complexe enzyme-substrat, qui va donner ensuite l'enzyme et le produit. Comme l'enzyme reste inchangée après avoir exercé son action catalytique, et qu'une enzyme peut remplir cette fonction un grand nombre de fois par la répétition de ce cycle, la cellule n'a finalement besoin que de petites quantités de chaque enzyme. Et la plupart des enzymes peuvent catalyser des millions de réactions par minute. Pour donner un nom aux enzymes, on utilise en général le suffixe ase. Certaines enzymes sont dénommées à partir du nom de leur substrat. C'est par exemple le cas de la saccharase, dont le substrat est le saccharose, ou bien de l'amylase, dont le substrat est l'amidon. Les enzymes peuvent être aussi nommées d'après le type de réaction qu'elles catalysent. Par exemple, la saccharase ou l'amylase catalysent des réactions d'hydrolyse et ces enzymes sont donc des hydrolases. Le nom de certaines enzymes ne contient pas le suffixe ase. C'est par exemple le cas de deux autres hydrolases, la pepsine et la trypsine, dont le suffixe -ine rappelle que ce sont des protéines. Certaines enzymes sont synthétisées sous une forme inactive et ces proenzymes inactives sont alors appelées des zymogènes. Par exemple, le pancréas exocrine produit du trypsinogène. Les proenzymes ne deviennent fonctionnelles que si elles sont activées. Ainsi, sous l'action d'une enzyme intestinale, le trypsinogène est clivé en trypsine, qui est l'enzyme active capable d'exercer alors sa fonction digestive en hydrolysant les protéines alimentaires. Si ces cellules pancréatiques produisaient des enzymes digestives sous forme déjà active, le pancréas finirait par se digérer lui-même. La température influence l'activité des enzymes. Lorsque la température augmente, elle entraîne une augmentation de la vitesse de la réaction enzymatique, notamment parce que l'agitation moléculaire se trouve augmentée par l'élévation de température, si bien que les molécules de substrat vont rencontrer plus fréquemment les sites actifs des enzymes. Rappelons que les enzymes sont des protéines et au-delà d'une certaine température, c'est-à-dire autour de 45 à 50 degrés pour nos enzymes, la vitesse de la réaction enzymatique va chuter brusquement parce que les liaisons non covalentes qui stabilisent la conformation active de l'enzyme vont se rompre et la structure tertiaire de l'enzyme se trouve alors altérée. Ainsi, quand la température externe est trop élevée, l'enzyme va être dénaturée et elle va alors perdre sa fonction. Les températures optimales de la plupart de nos enzymes se situent entre
35 et 40 degrés, ce qui correspond aux températures de notre corps. Le pH influence aussi l'activité enzymatique. Comme pour la température, il existe un pH optimal pour le fonctionnement de chaque enzyme. En effet, la structure d'une enzyme dépend notamment d'interactions entre des acides aminés portant des charges opposées, et de telles interactions sont elles-mêmes influencées par la concentration en ions H+, et donc par le pH du milieu. Le pH optimal de la plupart de nos enzymes se situe entre 6 et 8, mais il existe des exceptions. Par exemple, la pepsine, qui est une enzyme produite par notre estomac et qui est impliquée dans la digestion des protéines alimentaires, a une activité optimale à pH 2. La pepsine est très active dans notre estomac au moment de la digestion parce que l'estomac sécrète alors dans sa cavité de l'acide chlorhydrique. Et le pH dans l'estomac est donc très acide au moment de la digestion, sa valeur étant d'environ 2, ce qui permet à la pepsine d'être à son maximum d'efficacité d'action catalytique. Un environnement très acide dénature normalement les protéines, par exemple les protéines alimentaires qui rentrent dans l'estomac. Mais la pepsine est une protéine qui maintient sa structure tridimensionnelle malgré la très forte acidité de la cavité gastrique dans laquelle cette pepsine est sécrétée. La trypsine, obtenue à partir du trypsinogène pancréatique, a un pH optimal de 8 et le pH dans la lumière intestinale où la trypsine exerce son action catalytique est d'environ 8, ce qui va permettre à la trypsine d'exercer très efficacement son action digestive sur les protéines alimentaires. La réaction numéro 2 d'hydrolyse du saccharose met en jeu une enzyme, la saccharase, et cette enzyme est qualifiée d'exoenzyme parce qu'elle agit à l'extérieur des cellules, ici dans la lumière de l'intestin. Cette réaction 2 se fait donc hors des cellules. La saccharase, mais aussi l'amylase sécrétée par les glandes salivaires et le pancréas, la pepsine gastrique ou la trypsine issue du trypsinogène pancréatique sont des exemples d'exoenzymes impliqués dans la digestion des aliments. Par contre, la réaction numéro 1 de respiration cellulaire qui permet le catabolisme du glucose, c'est-à-dire sa dégradation, se fait à l'intérieur des cellules. Et le catabolisme intracellulaire d'une molécule nutritive telle que le glucose ne se fait pas en une seule étape. Ce catabolisme se fait par une succession de réactions exergoniques qui libèrent de l'énergie par petites fractions. La dégradation en une seule étape dégagerait trop d'énergie qui se retrouverait alors sous forme de chaleur, ce qui dénaturerait les protéines. C'est la raison pour laquelle il est essentiel qu'une molécule telle que le glucose soit dégradée dans la cellule en plusieurs étapes. Ainsi, le catabolisme du glucose démarre dans le cytosol par le processus de glycolyse qui se fait en une série de réactions catalysées chacune par une enzyme spécifique dont la première à intervenir est l'hexokinase. La suite du processus se déroule dans la matrice de la mitochondrie et elle fait intervenir un cycle réactionnel appelé le cycle de Krebs qui met lui aussi en jeu une succession de réactions catalysées par des enzymes spécifiques. Et le processus se termine par les réactions de la phosphorylation oxydative qui se déroulent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et ces réactions sont catalysées par d'autres enzymes spécifiques.
Le processus de respiration cellulaire met donc en jeu une succession d'enzymes qui sont des endoenzymes parce qu'elles sont localisées et qu'elles agissent à l'intérieur de la cellule. Il existe dans les cellules de très nombreuses endoenzymes et leur répartition précise à l'intérieur de la cellule est à l'origine de la spécificité fonctionnelle des différents compartiments de la cellule. La plupart des enzymes sont des protéines constituées par une ou plusieurs sous-unités polypeptidiques. Mais certaines biomolécules catalytiques ne sont pas des protéines, mais des ARN. Et on les appelle alors des ribosymes. Par exemple, les ribosomes qui synthétisent les protéines en traduisant le message génétique porté par l'ARN messager, contiennent des ribosymes, c'est-à-dire des ARN à propriété catalytique, qui vont permettre l'établissement des liaisons peptidiques entre les acides aminés de la chaîne polypeptidique en formation. La réponse à cette question 23 peut donc être énoncée de la façon suivante. Une enzyme est un catalyseur biologique, en général de nature protéique. Mais nous avons vu que les ribosymes sont des ARN à fonction catalytique. Une enzyme accélère une réaction en réduisant l'énergie d'activation. Une enzyme comprend un site actif qui permet à l'enzyme de se lier à son ou ses substrats spécifiques. Et c'est dans ce site actif que le ou les substrats sera ou seront soumis à l'action de l'enzyme afin de transformer ce ou ces substrats en produits. Après avoir catalysé la réaction, l'enzyme reste intacte et disponible pour exercer à nouveau son action catalytique spécifique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'est un nucléotide